Bonsoir à tous. Nous voici réunis à nouveau pour un webinaire de la SFN. C'est un webinaire épisode 19, donc on a quand même parcouru un sacré chemin. Et ce soir, nous allons avoir le plaisir de parler de raisonnement sémiologique et avec la conjonction de deux spécialités, la neurologie et la psychiatrie. Et pourquoi? Parce qu'on a régulièrement des situations cliniques qui sont à la frontière neuropsychiatrique. Et donc pour nous présenter des cas cliniques, ça va être une session interactive. J'espère que vous êtes bien réveillés et prêts à participer parce que vous allez avoir des sondages et des questions. Nous allons avoir le plaisir donc d'accueillir le docteur Dario Saracino qui est neurologue et qui travaille au Centre des maladies cognitives et comportementales à la Petit-Salpêtrière. Il est actuellement en mobilité en postdoctorat à Trieste en Italie. Et pour ce duo italien, on peut le dire, on aura également le docteur Laura Di Lodovico, qui est psychiatre à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à l'hôpital Sainte-Anne. Et pour modérer cette session, on a également le plaisir d'accueillir le docteur Elsa Mana, qui est neurologue au Centre Mémoire d'Avicenne et à l'unité des troubles neurofonctionnels du service de neurologie d'Avicenne. Voilà, et ben je vois que vous êtes connectés, vous êtes plus d'une centaine de participants, c'est formidable. Et donc je vais sans plus tarder passer la main à nos orateurs, voilà, qui vont vous présenter des cas cliniques et vous faire participer. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Céline. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir de commencer le webinaire de ce soir, effectivement consacré aux situations cliniques à la frontière neuropsychiatrique. Pourquoi nous avons décidé avec Laura de nous consacrer à ce type de situation, ce type de patient? Parce que déjà, comme Céline l'a bien dit, il s'agit de pathologies, des conditions cliniques fréquentes. On parle de patients qui présentent des troubles neurologiques dont l'expression est psychopathologique et psychocomportementale, ou, à contrario, des patients présentant des troubles psychiatriques primaires dont les manifestations cliniques vont mimer une attente neurologique. Ils sont des situations auxquelles on se trouve fréquemment concentré quand on travaille en cabinet, en ville, en hôpital, en CHU. Et il faut le dire, c'est souvent des situations qui nous laissent un peu désemparés parce qu'on ne sait pas quel est le bon adressage de spécialité, on ne sait pas trop comment se débrouiller entre l'algorithme diagnostique, thérapeutique et la prise en charge. C'est des patients qui ont souvent des comorbidités et dont les délais diagnostiques et de prise en charge peuvent être effectivement importants, avec du coup souvent une assistance qui est de moins bonne qualité. Donc aujourd'hui, on va vous proposer un regard complémentaire entre les deux disciplines, neurologie et psychiatrie, pour pouvoir essayer d'apprendre l'un des autres, l'un des savoir-faire des autres, neurologues et psychiatres, dans le but d'améliorer effectivement la prise en charge de ces patients. Et donc, pour commencer à briser la glace et voir qui sommes-nous qui sont connectés aujourd'hui, on pourrait juste voilà, vous nous renseigner sur votre spécialité entre neurologie et psychiatrie, ou aussi d'autres spécialistes, bien évidemment, qui sont les bienvenus également. Bon, on voit qu'en tout cas que le système fonctionne, donc vous répondez de façon massive. Je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Très bien. Donc, un parterre essentiellement surtout de neurologues, mais on a aussi certains psychiatres ou autres spécialistes, c'est super. Très bien. Alors, on commence par le premier des deux cas cliniques, celui de Monsieur A, un homme de 72 ans, que vous recevez en première consultation. Alors, pour dire brièvement, c'est un homme de 72 ans qui est retraité, ancien technicien de labo, avec un enfant, qui vit avec son épouse dans une maison pavillonnaire et qui est jugé autonome dans toutes les activités de la vie quotidienne. On sait qu'il gère ses finances, sa prise de traitement. Il a des antécédents assez ordinaires, voilà, on peut dire, il a un diabète, une hypertension, il a été opéré une fois à la prostate et son traitement régulier, voilà, un traitement combiné pour le diabète, du ramipril pour l'hypertension, et puis il est en prise de risperidone quotidienne qui est à mettre en ligne de compte de son histoire récente. En fait, la raison pour laquelle il vient vous voir, c'est que cet homme, depuis 6 mois, vit une anxiété envahissante au quotidien, en lien avec une sensation d'être surveillé, espionné, contrôlé par les voisins qui ont récemment emménagé dans la maison à côté. C'est les patients qui vous relatent ces angoisses, ces inquiétudes, mais c'est avec son épouse que vous pouvez avoir quelques informations supplémentaires.
En fait, vous apprenez que ces troubles se sont installés d'une façon relativement soudaine, il y a 6 mois. Effectivement, lorsque les voisins ont emménagé, ils ont commencé des travaux peut-être un peu particulièrement bruyants, on va dire. Mais de toute façon, l'impact de cela est très important pour ce monsieur qui se sent menacé par des bruits aigus qui lui empêchent de dormir l'après-midi, qui lui rentrent dans le cerveau, qui lui brouillent les idées. Et en fait, il fait vraiment une fixette sur cette présumée attaque de voisins qui non seulement ils font des bruits, mais ils sont rentrés vraiment d'une façon prépotente dans sa vie. Ils le surveillent, ils l'espionnent et de toute évidence, ils vont se préparer à cambrioler sa maison. La situation a vraiment dégénéré il y a 2 mois lorsqu'il atteint un état d'agitation psychomotrice majeure. Pendant 3 jours, il n'a presque pas dormi. Il rapportait des bruits non seulement le jour, mais aussi la nuit, sous forme cette fois-ci de sifflements, des bruits vraiment qui lui perçaient les oreilles. Donc voilà, de toute évidence, il n'y avait pas de travaux à ce moment-là. Donc vraiment, avec un état d'exaspération des aidants, ce monsieur est passé aux urgences. C'est là qu'il a eu la première prescription de risperidone, qui a rapidement soulagé ses sifflements et l'agitation psychomotrice. Néanmoins, la situation ne s'améliore pas au quotidien, avec donc une majoration des conduites d'évitement. Désormais, il ne parle presque pas avec sa femme parce qu'il pense que le voisin entend tout et donc il communique à l'écrit. Il a fait changer son alarme et il ferme toutes portes et fenêtres. Il n'est pas réticent à venir vous voir. En fait, il accepte de se faire examiner dans l'idée qu'il puisse avoir quelques alliés supplémentaires pour empêcher les voisins de leur plan néfaste. Voilà. Avant de poursuivre notre investigation clinique, déjà, si on doit réfléchir en termes sémiologiques, quels autres éléments rechercherez-vous à l'anamnèse? Parmi tout ce qui est proposé, essayons de limiter vos choix à trois. Donc, les trois éléments qui pour vous sembleraient les plus importants parmi tout ce qui est proposé. Il ne s'agit pas de trouver la bonne ou la mauvaise réponse. Tout peut être pertinent. Voilà, il s'agit juste de réfléchir ensemble et quelles sont les informations qui pourraient éventuellement vous aider le plus à détricoter cette histoire clinique. Merci beaucoup de participer aussi massivement. On a plus de 90 réponses. Et vous voyez que J'attends ça, encore 5 secondes et je vous partage parfait. tout ça. Ce sont des questions qui relèvent un peu de la psychiatrie, de la neurologie, vraiment essayant de faire un raisonnement qui n'exclut aucune piste. Alors, je vous partage ces résultats. Très bien. Donc, la plupart d'entre vous, effectivement, s'orientent sur l'importance de rechercher une histoire personnelle. Voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres troubles, d'autres antécédents psychiatriques dans sa vie personnelle, mais également, effectivement, un facteur confondant très important, s'il n'avait pas une prise de toxiques, de substances, autres que les médicaments déclarés. Avec aussi les hallucinations, on viendra sur ce point-là, effectivement. On parle d'hallucinations multimodales parce qu'en fait, on sait qu'il a eu des hallucinations auditives, mais assez simples. Est-ce qu'il y a eu des hallucinations plus complexes? Très bien, merci Céline. On poursuit du coup, on va examiner une par une ces différents éléments. En fait, il s'agit d'un homme qui a vu une seule fois un psychiatre pour le passé, il y a 20 ans environ, pendant une période de chômage particulièrement prolongée, et il a été diagnostiqué avec un trouble anxieux sans autre précision. Il a eu une préconisation de prendre des benzodiazépines, mais cela est resté un peu isolé, et de toute façon, il ne fait plus consommation de benzodiazépines. Il n'y a pas eu d'autres hallucinations, mis à part les acouphènes. Il n'y a pas eu d'histoire familiale d'antécédents familial de pathologie psychiatrique. Quand on essaie de creuser sur les aspects anxieux ou dépressifs, effectivement, il se dit extrêmement triste. Il a des ruminations anxieuses en continu, c'est tout ce qu'il a déjà dit. En fait, il ne peut pas ressentir de la joie avec tout cela qui lui arrive. Donc, effectivement, oui, il existe une tristesse importante. Si on réfléchit sur le ralentissement psychique ou des troubles de l'attention, de la concentration, en effet, c'est sa femme qui dit qu'il est souvent avec la tête ailleurs, il n'arrive pas à se concentrer et souvent répète et fait répéter les questions. Et là, le patient répondit en disant que oui, en effet, ce sont encore une fois les voisins qui lui pénètrent dans le cerveau, qui lui brouillent, lui vident la tête, etc. On ne déclare pas de consommation de toxiques ou d'autres substances, mais bon, on ne peut pas savoir plus à plus vite. On passe à l'examen neurologique. Et on a un examen neurosomatique qui est vraiment sans particularité, donc pas de syndrome parkinsonien notamment, pas de mouvement normaux, pas de tremblement.
Et vous en profitez pour réaliser un MMS, un test de débrouillage, qui met en évidence une efficience cognitive un peu limite. Hein. On a un score à 24 sur 30 pour quelqu'un qui avait quand même un niveau plutôt bon, avec surtout une petite désorientation temporospatiale et la perte de deux mots au rappel, et avec également un point perdu au calcul. Voilà, donc ce sont les éléments cliniques d'orientation. Sans avoir la prétention d'arriver au diagnostic, quelle serait votre interprétation syndromique? Là, c'est vraiment une réponse ouverte. Comment vous qualifierez ce tableau clinique avec les éléments que vous avez? Pareil, il n'y a pas de bonne réponse. Voilà, c'est vraiment pour prendre un peu la température de ce qui est le raisonnement face à une situation de ce type. Voilà, alors là, sur ce type de questions, vous pouvez mettre quelques mots-clés, voilà, comme vous voulez. Et puis, quand on va les afficher, on va regarder un petit peu ce que ça vous a inspiré. C'est peut-être moins pratique pour ceux qui nous suivent sur un téléphone portable. Allez, j'attends encore une dizaine de secondes pour que vous ayez le temps d'écrire un petit peu de texte. Et on va montrer les réponses. Je vois que vous écrivez encore, donc je n'ose pas arrêter, mais je vais l'arrêter maintenant quand même. Hop, on partage les résultats. Alors, comment ça se passe? Euh, c'est peut-être... Ah oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment vous voyez de votre côté, parce que moi, j'ai un nuage de points. Euh, Tu peux peut-être les commenter, Céline, parce que moi, je vois juste que 100% répondu, mais il n'y a Ouais, alors pas voilà, donc d'accès. ben, je vais vous donner c'est le nuage de points. Effectivement, donc j'ai syndrome aigu hallucinatoire, délire, persécution, paranoïa, psychotique, psychiatrique, confusion, neurocognitif, Ouais, anxieux, dépression, à nouveau ouais, persécution, très bien. et voilà, délire de Ouais, persécution chez une détérioration cognitive, avoir le bilan psychiatrique pour dépression psychotique. en effet. En effet, il y a des éléments qui sont dépressifs, des éléments psychotiques. On peut discuter si c'est un patient qui présente un tableau confusionnel, s'agissant d'un tableau qui désormais dure depuis 6 mois. Il y a une installation relativement brusque, mais effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va un peu au-delà du tableau purement confusionnel, mais quitte à revenir sur le bilan somatique pour vérifier s'il y a des épines irritatives ou facteurs perturbateurs. Tout à fait. Et donc, si vous deviez penser à un bilan paraclinique, quels seront les examens que vous auriez envie de proposer en priorité? Là encore, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais on a 8 options. Je vous demande de sélectionner les trois prioritaires qui vous semblent les plus importants et également les plus voilà, prioritaires à réaliser effectivement pour aller plus loin dans vos hypothèses diagnostiques. Alors, c'est vrai que les questions comme ça marche bien. Ça marche bien. Faudra que je vois si j'arrive pas à vous partager quand même le nuage de points de tout à l'heure. Peut-être dans le chat, j'arriverai à le faire. Ok, alors je mets fin au sondage et je vous partage les résultats de cette question 3. Parfait. Donc, on voit très bien qu'on ressent la nécessité d'une imagerie cérébrale ainsi qu'un d'un bilan biologique et biochimique. Et on est tout à fait d'accord. Et en troisième ligne, on a le bilan neuropsychologique. On est complètement d'accord. Quoique les autres tests et les autres bilans proposés sont intéressants aussi, mais on est d'accord sur ce qui est prioritaire à faire. En effet, nous aussi, on réalise un bilan biologique avec un complément selon les recommandations NHS devant les troubles neurocognitifs, incluant une fonction thyroïdienne, les vitamines B9, B12, les sérologies infectieuses et syphilis notamment, auquel on associe également un bilan toxico et des métaux lourds. Tout revient dans les normes, hein. On a juste une petite altération chronique liée au diabète, sans plus. On réalise une IRM cérébrale, donc on vous montre quelques clichés. Alors, sur les séquences T1, on peut commenter, on voit une atrophie corticale un peu diffuse, hein, sans vraiment une localisation spécifique, hormis peut-être une atrophie un peu plus prononcée sur les régions frontales et temporales, notamment au niveau plutôt du côté gauche, avec une hippocampe qui peut être classée en CELTENS2 en termes d'atrophie.
Et on a également une petite charge vasculaire, vraiment tout à fait discrète, une leucoryose qui ne dépasse pas le degré 1 de phase casse avec des lacunes ischémiques de la substance blanche. Voilà, donc c'est une IRM qui ne montre pas non plus des éléments clairement diagnostiques. On réalise un bilan neuropsychologique pendant lequel en fait le patient se montre largement anosognosique sur ses difficultés cognitives éventuelles. En fait, il n'a pas de vrais soucis. Il a un discours qui tourne un peu en boucle autour de la thématique des voisins. Le neuropsychologue constate un léger manque d'humour spontané, ce qui va un peu avec l'informativité relativement limitée. On retrouve à la fois un trouble des exécutives attentionnelles, un score à la bref 12 sur 18, qui est quand même déjà modérément attente, avec des impans verbaux qui sont effondrés. Et sans aller dans le détail des scores, on a un trouble amnésique d'allure hippocampique qui est modérément sévère. En fait, tous les processus sont touchés, du stockage à la récupération, à la consolidation à long terme. Alors qu'on ne retrouve pas d'attente instrumentale autre, comme par exemple les troubles neurovisuels, praxiques ou langagiers. Donc, devant une suspicion d'un trouble neurocognitif, on met en place des bilans de deuxième ligne, incluant un texte cérébral au fluorodésoxyglucose qui va retrouver des plages d'hypométabolisme assez évocatrices cette fois-ci, touchant l'ensemble du cortex associatif antérieur et postérieur, pariétotemporal, mais qui va être un profil effectivement évocateur d'une possible porte d'entrée d'une maladie neurodégénérative. Raison pour laquelle on réalise une ponction lombaire avec à la fois un dosage des autoanticorps voilà, pour écarter toute hypothèse d'une encéphalite auto-immune, ce qui n'est pas le cas, mais par contre, les biomarqueurs de neurodégénérescence vont être bien en faveur d'une maladie d'Alzheimer sur le plan biologique, avec une bêta ratio pathologique et un phosphoto augmenté. Ce qui amène donc à un diagnostic physiopathologique de maladie d'Alzheimer, de présentation amnésique, avec quand même l'atypie d'avoir une composante psychopathologique délirante initiale, ce qui n'est pas effectivement le plus fréquent. Pour essayer de comprendre comment ce délire a pu s'installer, en fait, déjà, il faut le caractériser, c'est un délire de mécanisme interprétatif. C'est pas soutenu vraiment pour une activité d'hallucinatoire particulièrement forte. Les hallucinations ont été limitées et inscrites dans la période délirante, mais c'est un délire qui part d'une mauvaise interprétation d'un facteur environnant, d'un facteur de réalité extérieure, qui va amener à des conséquences, à des considérations, des conséquences qui sont absolument incongrues, favorisées d'une part par l'existence d'un terrain anxieux, comme on a pu constater en anamnèse, et surtout par le début d'un trouble neurocognitif qui va d'une part toucher les capacités du jugement, la pensée logique avec l'attente des exécutives, mais également la capacité à pouvoir intégrer des indices de la non-réalité du délire à cause du syndrome amnésique. D'un point de vue pratique, l'orientation prise est celle de monter la dose de risperidone jusqu'à 2 mg par jour, d'associer également un antidépresseur, du moment que, dans un deuxième temps, il est aussi important de soulager les vécus extrêmement défavorables sur le plan dépressif de ce patient avec la miancérine qui a une action plutôt de soulagement et peu excitant. Et en même temps, devant le diagnostic qui est tombé, on introduit l'inhibiteur des acétylcholinéstérase. Une réévaluation clinique faite par la suite permet de constater une disparition des symptômes délirants et aussi une bonne stabilisation sur le plan psychocomportemental avec beaucoup moins d'agitation et d'insomnie. Je passe donc la parole à Laura pour commenter ce cas. Alors, Laura, il faut juste ouvrir ton micro. Voilà, c'est fait. Alors, juste, Dario, je partage avec toi, avec vous tous, deux questions qui ont été posées sur le chat. La première Tout à est fait. le quid de la valeur des tests cognitifs lors d'un épisode délirant. En effet, c'est surtout dans l'hypothèse d'aller plus loin pour déceler un trouble neurocognitif, étant donné, mais ça, tu auras l'occasion de le dire, que la présentation tardive avec relativement peu d'antécédents psychiatriques voilà, d'une psychose chronique chez une personne âgée peut faire soupçonner effectivement une maladie neurologique qui peut s'exprimer par ailleurs par une attente cognitive, ce qui était le cas. En effet, le syndrome amnésique était un peu passé à la trappe. Après, on a un MMS un peu d'orientation et on a vraiment le besoin d'approfondir ce type de tableau. Le dosage des métaux lourds, effectivement, ça rentre dans un bilan un peu ample. J'avoue que ça, c'est pas une chose qu'on fait d'une façon de routine. À l'occurrence, ça va être un dosage de mercure, de manganèse. C'est vrai que en absence d'une exposition professionnelle évidente, on ne va pas penser en première intention, on ne va pas les réaliser en première intention. Mais c'est vrai qu'à un moment ou un autre, ça peut trouver sa place dans le dépistage.
Et pour ce qui concerne le TEP, en effet, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'insiste particulièrement sur le profil qui était fortement évocateur parce que, mais on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'hypométabolisme associatif pariétotemporal, c'est vraiment atypique dans une pathologie psychiatrique, tandis qu'un hypométabolisme préfrontal mésial plus limité et qui ensuite peut être réversible est beaucoup plus habituel. Donc, effectivement, le TEP était fortement d'orientation. Je... Tandis que dans les pathologies psychiatriques, on n'a absolument pas de patron évocateur d'une pathologie à la tête. Si on a des anomalies, ce sont plutôt des anomalies voilà, de perte de la substance grise et blanche au niveau peut-être un peu plus frontal pour la schizophrénie ou les troubles bipolaires, mais sans qu'il y ait vraiment des traces, des images évocatrices d'une pathologie particulière, comme ça peut être le cas dans les pathologies neurologiques et notamment les maladies neurodégénératives. Je te laisse la main du coup sur l'imprise, Oui, peut-être. oui. Alors, très bien. Du coup, je continue. Alors, je partage mon écran. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Vous le voyez bien. Là, j'essaie de passer à modalité plein écran. Parfait. OK. Donc, effectivement, dans la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir, comme on a pu voir, des symptômes psychotiques. Donc, dans cette première partie, je vais faire un peu un petit résumé de comment ces symptômes psychotiques ils peuvent se présenter dans cette maladie, c'est-à-dire quelle est la présentation psychiatrique qu'on peut s'attendre dans une maladie d'Alzheimer débutante, quand c'est celle-ci la porte d'entrée. Et après, on ira faire un petit diagnostic différentiel sur base sémiologique entre les pathologies, les activités délirantes psychotiques d'origine neurodégénérative ou plutôt d'origine thymique. Donc, l'activité délirante, elle peut être présente chez 23 à 32 des patients. Donc, un tiers des patients avec une maladie d'Alzheimer peuvent avoir une activité délirante. Et donc, c'est une forme, une manifestation psychotique qui reste dans ces cadres plus fréquentes que les hallucinations, même si on peut y avoir une coprésence des deux, même si la chronologie n'est pas toujours voilà, synchrone. On a souvent l'activité délirante en premier. On a parfois encore une fois, on a vu qu'il y a des symptômes psychotiques en phase initiale et les thématiques, elles sont, on verra après, assez récurrentes, assez distinguables et différentes de ce fait des pathologies psychiatriques qui peuvent survenir et peuvent se manifester à âge avancé. Donc, surtout au début de la maladie, on peut avoir des idées délirantes à thème de persécution, de vol, de jalousie. Donc, il y a quand même une attente ressentie par les sujets, un préjudice ressenti par les sujets. Et dans des phases plus avancées, il peut y avoir aussi tout ce qui concerne les troubles d'identification. Donc, tout ce qui est délire de frégolie, de Capgras, où la personne, elle peut avoir l'impression que il se trouve face à des soucis, par exemple, de ses proches, ou que un imposteur se soit mis à la place de ses proches. Donc, effectivement, c'est qu'on peut voir et que comment dire, en soi, les délires, donc les présentations psychotiques des troubles neurocognitifs, ils se greffent dans des contextes, on peut dire, de vulnérabilité croisée au niveau génétique, donc au niveau endogène. Au niveau aussi environnemental, au niveau parfois iatrogénique aussi, il faut le dire, et parfois avec quand même soit des manifestations comportementales, cognitives ou thymiques, comorbides, qui compliquent les tableaux, tout en sachant qu'il peut s'agir d'une diagnostic différentiel, mais il peut s'agir aussi d'une comorbidité. Par exemple, effectivement, le patient qu'on a vu tout à l'heure, il avait une tristesse, il explicitait une tristesse réactionnelle à son activité délirante. Mais pour pouvoir dire qu'il s'agissait d'une dépression, on aurait dû, par exemple, chercher un peu la durée de cette tristesse, si jamais elle était accompagnée d'autres signes évocateurs de dépression, comme l'anédonie et parfois d'autres idées délirantes qu'on retrouve assez souvent dans la dépression, surtout chez les sujets âgés, qui sont les idées de damnation, d'incurabilité, de négation d'organes. Donc,
rien ne n'empêche que ces patients aient aussi déprimés, en plus de, du coup, développer une maladie neurodégénérative. Parfois, c'est compliqué de distinguer les deux, d'identifier les deux séparément, mais on peut quand même y arriver et il convient de faire la part des choses parce que comme ça, on pourra aider le patient sur les deux champs et la prise en charge est différente. Euh, alors, donc, pour avancer, je vous avais dit que je vais donc vous donner des éléments diagnostiques différentiels entre des psychoses, donc des activités délirantes, on peut dire d'exiologie psychotique, sachant que dans la psychiatrie, ce n'est pas que les formes schizophrénie, on peut dire psychotiques au sens étendu, qui peuvent donner une activité délirante, comme on a dit tout à l'heure, et d'autre côté, les formes délirantes des maladies neurodégénératives. La première chose qui nous permet de le distinguer, c'est le thème du délire. Dans les psychoses de début tardif, comme par exemple dans l'ancienne sémiologie, la psychose hallucinatoire chronique, où aujourd'hui on parle de schizophrénie à début tardif, entre les 40 et les 60 ans, ou très tardif, au-delà des 60 ans. On peut avoir dans ces cas-là une activité délirante à thème polymorphe. Donc, on n'a pas que, par exemple, le thème de persécution, de jalousie, de vol, mais on peut avoir aussi, par exemple, un thème mystico-religieux, un thème, alors à quoi je pense, mystico-religieux, ça peut être un thème de mégalomanie, un petit peu plus rare que, par exemple, dans les formes psychotiques de troubles bipolaires, mais on ne se limite pas exclusivement des thèmes de filiation, on ne se limite pas au thème, encore une fois, qui est plutôt autour de la persécution et du préjudice. Le mécanisme des psychoses donc tardives est surtout hallucinatoire, intuitif et surtout hallucinatoire, avec des hallucinations qui sont souvent multimodales, mais de prévalence intrapsychique et acoustico-verbale. Les troubles de l'identification, quant à eux, ils sont plutôt rares. On a aussi d'autres formes qui n'ont pas d'activité hallucinatoire, comme par exemple le trouble délirant persistant, qui se caractérise par une organisation en secteur où il y a un seul thème délirant et tous les restes des champs de la vie sont préservés. Par exemple, les troubles délirants persistants de type paranoïaque. Et sinon, voilà, c'est surtout ça, la psychose hallucinatoire chronique qui a une prévalence plutôt féminine et qui s'exprime surtout sur un mode assez hallucinatoire, surtout des femmes âgées. Mais encore une fois, ça ne rentre pas dans la nomenclature du DSM-5, mais c'est plutôt une ancienne classification. Quant aux maladies neurodégénératives, le thème, comme on a vu tout à l'heure, ce sont surtout des thèmes de persécution, vol et de jalousie. Les hallucinations sont rarement multimodales et ce qui prévaut sont les hallucinations visuelles plus qu'auditives. On parle de toutes les formes de maladies neurodégénératives confondues. Les troubles de l'identification, quant à eux, sont plutôt fréquents dans les maladies neurodégénératives. Au niveau clinique, les formes psychotiques, elles ont un début souvent insidieux. Nous, les psychiatres, on se dit toujours qu'on se méfie des débuts insidieux. Et on a la tendance à privilégier plutôt les débuts brutaux qui sont souvent attribuables en cause organique. L'évolution, quant à elle, elle est très variable. Les troubles cognitifs sont souvent coprésents, mais ils sont surtout secondaires à la pathologie. On a parfois effectivement des symptômes négatifs ou des désorganisations de la schizophrénie. Alors, les troubles, voilà, je vois ta demande, Marie-Hélène, on va y répondre après avec Dario. Et la réponse aux antipsychotiques, elle est souvent favorable. Il suffit de donner une très faible dose parce qu'on est chez les sujets âgés, les capacités métaboliques sont diminuées. Donc, ils répondent très bien aux antipsychotiques et souvent une très faible dose suffit pour effectivement diminuer la symptomatologie délirante. Les maladies, l'activité du coup dans les maladies neurodégénératives, le début est aussi insidieux, mais l'évolution elle est progressive. Les troubles cognitifs, il est au premier plan, il s'aggrave au fil du temps. Et les antipsychotiques, ça dépend de la forme. L'effet est variable. Pour certains, l'effet peut être même contre-productif dans certaines formes.
Au niveau paraclinique, donc, comme on disait, comme on anticipait tout à l'heure, l'imagerie cérébrale, elle est peu informative, tout comme la recherche de biomarqueurs dans les liquides céphalorachidien. C'est-à-dire, on n'a absolument pas d'empreinte spécifique de biomarqueurs nous permettant de conclure en faveur d'une forme psychiatrique qui reste donc un diagnostic d'exclusion sur ces plans-là. Au contraire, on a une atrophie cérébrale plus ou moins hippocampique qui suit des patrons assez spécifiques en fonction aussi du type de maladie neurodégénérative en cause. La TEP aussi, elle est souvent évocatrice dans son profil, on le verra aussi après. Euh, cons- bon, les biomarqueurs du liquide céphalorachidien, ils nous permettent de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer, comme on a vu dans les cas cliniques, et souvent aussi oh là là, là on parle de termes cliniques, les neurofilaments Oui, aussi, c'est exactement. ça. Les La chaîne neurofilaments légère des aussi, neurofilaments, qui c'est sont un ça, marqueur light de chain. dégâts Oui. neuroaxonaux. Voilà, Exactement. des dommages axonales, mais qui du coup, voilà, on se pose la question de leur utilité. Pour l'instant, au niveau de la psychiatrie, elle est encore inexplorée. Je vous disais qu'il y a bien sûr les activités en psychiatrie, on a les syndromes délirants d'étiologie psychotique, mais on a aussi les formes délirantes d'exiologie thymique. Donc, dans des cadres de dépression unipolaire, bipolaire et aussi d'accès maniaque. Donc, effectivement, malheureusement, les tableaux de dépression et de manie, elles peuvent tous les deux se compliquer des symptômes psychotiques qui représentent un critère de gravité et souvent motivent une hospitalisation et sous contrainte dans la plupart des cas parce qu'on trouve associé un trouble du jugement, une gravité prononcée. Concernant donc l'épisode dépressif caractérisé avec des symptômes psychotiques, ou la mélancolie délirante. Il parle d'une situation qui est assez fréquente. On parle de 15% de cas. C'est dont on s'aperçoit et qu'on a un trouble thymique au premier plan. Donc, comme on disait tout à l'heure, on a le cortège de l'anédonie, de la tristesse ou encore pire d'une thymie complètement aréactive, presque une apathie, une appréhension émotionnelle complète, avec souvent une perturbation des cognitions plutôt sur une tonalité extrêmement pessimiste ou résignée. Ce qu'on note, et qui n'est pas toujours le cas dans les formes psychotiques, est que l'activité délirante, elle est congruente à l'humeur. Donc, on a des idées de pessimisme, damnation, incurabilité, négation d'organes dans les formes du coup psychotiques de dépression jusqu'au syndrome de Cotard, qui est un peu l'acmé effectivement de l'activité délirante dans la mélancolie. Donc, on a la négation d'organes, l'incurabilité et la damnation. Et souvent avec des hallucinations qui peuvent être donc auditives, acoustico-verbales, souvent des voix autodépréciatives qui tournent en boucle dans leur tête, avec parfois aussi des délires, des formes somatiques, somatoformes de délire. On sait que à la fois dans la schizophrénie, mais aussi dans les troubles thymiques, on peut y avoir donc des troubles cognitifs et des syndromes dysexécutifs, des troubles notamment de l'attention et de la concentration qui rentrent aussi parmi les critères diagnostiques de la dépression, mais qui sont dus surtout à une hyperactivité du mode de raisonnement par défaut comment dire, d'une insuffisance du cortex préfrontal et non pas en soi d'une attente hippocampique qui peut survenir, on se dit, au fur et à mesure de la dépression, mais qui n'est pas au premier plan et qui n'est pas primaire. Donc, pour aller plus loin, juste pour vous faire un petit résumé, les hallucinations, donc, elles sont initiales, diffuses et plutôt sur un mode acoustico-verbal dans les psychoses à début très tardif. Elles sont plutôt tardives dans la maladie d'Alzheimer, secondaires. Elles concernent donc surtout la modalité visuelle plus qu'auditive. Dans la maladie à corps de Lévy, à nouveau, les hallucinations, elles sont précoces, mais à prévalence visuelle, jusqu'à 80% des cas.
En ce qui concerne les idées délirantes, elles sont aussi précoces et sur un mécanisme hallucinatoire dans la psychose très tardive, à thème de persécution notamment. Dans la maladie d'Alzheimer, elles sont aussi précoces sur un mécanisme plutôt interprétatif, qui est le mécanisme privilégié pour les délires de persécution. Et elles sont secondaires et rarement on les trouve de manière isolée dans la démence à corps de Lévy. Donc, elles sont souvent, quand il y en a, elles sont plutôt des fabulations qui se font sur le socle hallucinatoire. Les troubles d'identification, encore une fois, ils sont rares. On ne les retrouve pas beaucoup dans la psychiatrie, mais on le retrouve plutôt dans la maladie à corps de Lévy. Donc, avant de passer à la prochaine, on va faire un point, Dario, sur les troubles d'identification. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de répondre aussi dans le chat. Les deux exemples les plus classiques sont le syndrome de Capgras et le syndrome de Fregoli, dont dans le premier est aussi connu comme syndrome de l'imposteur. En fait, c'est une conviction délirante où la personne pense qu'un proche a été remplacé par un imposteur qui, voilà, même s'il dit qu'il ressemble en tout à son proche, c'est pas lui. Donc, il le reconnaît pas sur le plan émotionnel. Ils se sont menacés par cette personne. Et le syndrome de Fregoli, par contre, c'est une autre conviction délirante où on imagine qu'une seule et même personne prend plusieurs aspects, se déguise de toutes les personnes de l'entourage dans l'idée de faire du mal à la personne. Donc, sont vraiment, moi je dirais que l'élément central est une dissociation entre une reconnaissance factuelle du visage de la personne et une reconnaissance émotionnelle. Et sont fortement évocateurs de troubles neurodégénératifs, maladies à corps de Lévy en premier lieu, en effet. Je te passe la diapo d'après, donc avec les stratégies de prise en charge de la maladie Tout, d'Alzheimer. Tout à fait. Donc, effectivement, surtout dans un cas où il peut avoir des facteurs confondants environnants pouvant vraiment précipiter euh, la thymie et le comportement de ces patients, il faut vraiment, moi je dirais, effectuer une sorte de correction environnementale pour vérifier qu'il n'y a pas de facteurs précipitants au sein de la vie quotidienne du sujet. Parfois, ça suffit vraiment de corriger un déficit sensoriel aussi banal qu'un trouble de l'audition appareillé ou un trouble visuel pour pouvoir améliorer nettement cette composante hallucinatoire. Comme on le disait justement, il n'y a aucun traitement à visée antipsychotique qui fait l'objet de consensus dans la maladie d'Alzheimer. Tous sont caractérisés par une augmentation de la mortalité et surtout s'ils sont utilisés d'une façon pas raisonnée et sur des longs termes. Donc, un premier palier d'action peut être celui d'agir avec des antidépresseurs de la classe des IRS, donc comme la sertraline, le citalopram, les citalopram. La dénervation sérotoninergique, qui d'ailleurs est une caractéristique de la maladie, peut contribuer à des manifestations psychopathologiques. Et lorsque on a une sévérité excessive, envahissante, qu'on n'arrive pas à pallier avec les antidépresseurs, c'est le moment de faire entrer en jeu les antipsychotiques, mais comme on dit, bien évaluer le ratio bénéfice-risque et réévaluer d'une façon périodique, systématique leur indication. Les inhibiteurs des acétylcholinésterases, en fait, ils ne sont pas des traitements utiles dans la crise. Ils ne permettent pas de mitiger les manifestations hallucinatoires ou l'anxiété lorsqu'elles sont intenses, mais comme ils agissent sur les circuits de l'attention, de la participation, ils peuvent améliorer un petit peu la mémoire, surtout dans les phases initiales, ça peut agir d'une façon collatérale sur la thématique psychopathologique. Par contre, on déconseille notamment les antipsychotiques typiques avec un risque vraiment accru de ralentissement psychomoteur, les benzodiazépines avec un effet paradoxal et également le lithium, tandis que les autres thymorégulateurs peuvent trouver un rôle. Je fais juste un mot sur la pimavanséline qui a été approuvée l'année dernière, en 2024, comme traitement supportif de la psychose, de la maladie de Parkinson et de la maladie à corps de Lévy et que peut trouver une indication par accès compassionnel également dans une psychose résistante pour autres formes dégénératives. Voilà. Très bien. Très bien. Je passe alors au cas clinique numéro 2 pour ne pas trop nous mettre en retard sur le planning. Alors, je vais vous présenter le cas de Madame B, une femme de 65 ans. C'est une femme qui était amenée aux urgences pour un état d'agitation avec de l'agressivité, de la désorientation, des propos incohérents et dans le contexte d'une insomnie résistante. Il s'agit d'une patiente retraitée qui a travaillé comme femme de ménage, qui vit seule dans son appartement avec un frère
à proximité. Donc, on a une personne de confiance, droitière au niveau CE. Parmi ces antécédents, on a surtout les facteurs d'un syndrome métabolique avec de l'obésité, un diabète de type 2 et une hypertension artérielle avec un traitement donc adapté à ces comorbidités somatiques, donc avec de la dapagliflozine, de la metformine, de la glycazide, du bisoprolol, de la furosémide, de la torvastatine, aussi du diazépam si besoin. C'est une patiente avait déjà effectué un accès aux urgences 6 mois plus tôt, retrouvée confuse dans la rue au milieu d'une manifestation alors qu'elle était en train de se rendre à une fête de famille. Elle avait été donc amenée aux urgences où elle a affirmé devoir aller dans un autre pays, mais elle s'était embrouillée avec la police. Elle était logoréique, elle était très irritable, très instable sur le plan comportemental. Au niveau biologique, donc un bilan complet organique a été à juste titre effectué, qui a retrouvé un syndrome inflammatoire biologique sans point d'appel ni d'autres anomalies. À la ponction lombaire, il n'y avait pas de cellules, il y avait donc une concentration de 0,38 grammes par décilitre de protéines. Le scanner crânien montait une lacune profonde à gauche et une leucoriose discrète. Impossible de pratiquer l'EEG parce que la patiente était trop agitée, donc elle aurait été trop artefactée. Et qui a fait que cette patiente n'ait pas été hospitalisée en aval, c'est un retour aux conditions d'espace dans l'espace de 24 heures. Donc, sortie du service d'urgence, elle était ensuite perdue de vue. Mais là, depuis 4 jours, donc, ce qui a été noté est qu'à son domicile, donc, il y avait un état de forte agitation qui a motivé aussi l'inquiétude des voisins. Donc, elle était passée au CPOA et ensuite transférée aux urgences générales devant la suspicion d'une cause organique de ces troubles. Elle n'arrivait plus à s'endormir, le matelas lui brûlant le dos. Elle affirmait que des personnes se rendaient régulièrement chez elle pour l'enlever. Lorsque les voisins, donc inquiets, ils ont appelé les pompiers devant le bruit qu'elle faisait depuis quelques jours, elle a été agressive à leur égard et c'est ça qui a motivé une première sédation aux urgences sous l'oxapine, donc avec une somnolence, un ralentissement et une élocution incompréhensible qui a motivé donc voilà, une surveillance sans pouvoir vraiment l'interroger. Donc, devant tous ces éléments, quelle est votre première hypothèse? Alors, on va voir si vous êtes toujours aussi perspicace. N'hésitez pas, en tout cas, dans l'intervalle, à aller regarder dans la section questions et réponses. Il y a des réponses répondues qui vous sont visibles. Et d'ailleurs, les questions pas encore répondues, je les ai mises visibles pour que vous puissiez voir un petit peu Mhm. les questions des uns et des autres. Bon, bah là, on va pouvoir, je pense, mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Mhm. Donc, effectivement, syndrome, on trouve que les deux réponses les plus répondues, les plus cotées sont le syndrome confusionnel et une bouffée délirante aiguë. Effectivement, je partage complètement à la fois les réponses et l'indécision. Effectivement, il y avait quand même une désorientation à la fois, alors temporel-spatial, on ne sait pas trop, mais sûrement personnel. Et de l'autre côté aussi des éléments délirants qui sont quand même apparemment du début assez brutal. Cette patiente ayant déjà fait un accès brutal par le passé elle a les symptômes durant depuis 4 jours. Alors, là aussi, sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles, pas forcément des bonnes ou des mauvaises réponses, la question est pour approfondir notre hypothèse diagnostique, quels sont les éléments que vous rechercheriez en priorité, parce que vous avez à en choisir 3 à l'anamnèse avec le patient, chez les patients, avec l'entourage. Alors,
Alors, je vous laisse encore quelques secondes parce qu'il y a beaucoup d'items à regarder. Le temps de les lire tous. Vous êtes plus dynamique que les étudiants à la fac, hein, je peux vous le dire. Allez, je laisse quelques retardataires terminer et on va mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Très bien. Donc, effectivement, la plupart d'entre vous cherchent une cause iatrogène, on peut dire, à ces tableaux délirants. Mes usages ou abus de psychotropes. J'ajouterais que bah, c'est qui se comprend aussi parce que cette patiente avait quand même du Valium en si besoin. On a recherché, enfin également, en tout cas, je vois que c'est aussi assez homogène. On a recherché aussi s'il y avait des hallucinations préexistantes. Donc, effectivement, si cet accès délirant aigu ne serait pas l'exacerbation d'une pathologie psychotique plutôt chronique et préexistante. On n'a pas encore d'éléments pour le savoir. S'il y a eu un changement récent de médicament, donc encore une fois, s'il y a un effet iatrogène hein, derrière et des médicaments qui ne sont pas forcément purement psychotropes, ça peut aussi donner des conséquences organiques qui se manifestent sur effectivement la sphère, on peut dire, cognitive. On recherche effectivement s'il a des arguments pour effectivement une crise d'épilepsie qui pourrait être à l'origine de cette confusion. S'il y a des arguments en faveur d'une perte d'autonomie, donc une maladie dégénérative, encore une fois, en cours. Si il n'y a pas des signes en faveur d'un épisode thymique à la base des troubles du comportement. Et voilà, d'autres éléments qui pourraient être évocateurs soit d'un trouble neurologique, de mouvements normaux ou des oublis des conversations au quotidien. Aussi, ça se trouve, c'est un fécalome, effectivement. Et on en voit des fécalomes avec des activités délirantes. Donc, effectivement, ça pourrait être un bon réflexe. On pourrait, enfin, l'examiner, en tout cas, un examen clinique, il est quand même indispensable. Donc, AJ2, donc le lendemain, quand la patiente se réveille de sa sédation Loxapac, elle se réveille plutôt calme. Le discours est compréhensible, mais reste incohérent, désorganisé. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, donc il y a aussi une petite note de désorientation ou d'anosognosie même. Ne se plaint pas de douleur. On arrive donc à contacter son frère qui nous informe que la patiente n'est pas suivie sur les plans psychiatriques euh, et surtout aucun suivi spécialisé n'a été mis en place après le premier passage aux urgences. Qu'il a déjà entendu soliloquer chez elle, parler toute seule mais s'adresser à quelqu'un qui n'était pas là. Il observe quand même une perte d'autonomie au quotidien avec une difficulté à gérer son compte bancaire, à faire des démarches pour envoyer un colis. Elle a été même fraudée sur Internet. Et en l'ayant vu plutôt revenir à un état de normalité, il ne s'est pas inquiété plus que ça. Sur les plans somatiques, elle est stable sur les plans hémodynamiques. Elle a quand même des signes cliniques de déshydratation. À l'auscultation donc pulmonaire, elle a quelques crépitants au niveau basal bilatéral. Il n'y a pas d'autre anomalie. Le CG, il est complètement normal. On retrouve une tension artérielle assez élevée, sachant que la patiente elle est hypertendue. Tachycarde, une température 37,8, elle est eupnéique en air ambiant. Au niveau neurologique, on remarque une légère bradykinésie globale avec une hyperréflexie à droite et un MMS, hein, bref, qui sont tous les deux altérés. 14 pour le MMF et 7 sur 18 pour le bref. Donc, quels sont les examens paracliniques que vous prescrivez? Alors là aussi, ça va être des questions ouvertes, Ouais. mais je vais essayer de faire mieux que pour la dernière fois. Je vais essayer, une fois qu'on aura le nuage de points, je vais essayer de vous le copier-coller dans le chat. Sinon, je vous le commenterai en direct. C'est les joies du direct, hein, on savait pas complètement à quoi ça ressemblerait. Alors, on vous laisse proposer quelques examens.
Voilà, j'attends encore parce que c'est un petit peu long probablement à écrire. Voilà, on a à peu près une soixantaine de réponses. J'attends encore un petit peu. Alors, j'arrête le sondage. Désolée pour ceux qui étaient en train d'écrire. Et donc, ouais, c'est ça, ça sert pas à grand-chose que je vous partage les résultats comme ça, mais moi, je vais faire un petit screenshot. Je vais essayer de le faire en direct et je vous le mets dans le chat si ça fonctionne. Ah non, ça marche pas. Euh, non, ça va pas marcher. Alors, je vais vous le commenter. Du coup, on a comme mots principaux une IRM cérébrale, un bilan bio, un EEG. Il y a du TEP, il y a le neuropsychologique, j'imagine bilan, BNP, bilan neuropsychologique, un bilan bio, bilan sanguin, biomarqueur, les biomarqueurs sortent, un scan. Je crois qu'on a à peu près tout là Ouais. dans les messages, hein. Oui, et c'est tout dit. Bah, c'était très exhaustif, effectivement. Donc, on a commencé effectivement par le bilan biologique qui remontrait donc les signes de déshydratation, d'hémoconcentration qui étaient déjà objectivables cliniquement, avec à nouveau un syndrome inflammatoire biologique. Voilà, voilà, c'est surtout ça, effectivement, hypernatrémie, enfin, déshydratation et syndrome inflammatoire biologique avec une hypoalbuminémie, une préalbuminémie basse. Le scanner crânio-thoraco-abdominopelvien retrouve une condensation basale bilatérale à l'étage thoracique qui matche bien avec les crépitants qui étaient entendus à l'auscultation pulmonaire. L'angioscanner des tronçons aortiques et du polygone de Willis retrouve une infiltration athéromateuse, mais très peu, enfin, sténosante à 30%. L'EEG, il montre un tracé qui est réactif, moyennement ralenti, mais dépourvu d'anomalies commerciales et de foyer, ce qui nous fait plutôt exclure à ce moment-là la cause épileptique. Donc, en début, on la réhydrate, on débute un traitement probabiliste par augmentant. Euh, une fois normalisé l'hémoconcentration et le syndrome inflammatoire, 7 jours plus tard, donc on a un complément de bilan qui montre que le bilan thyroïdien, les vitamines, les auto-anticorps étaient négatifs, tout comme le fer, les cuivres, les porphyrines. Et voilà, les quantiférons et tout le panel infectieux qui a été réalisé. La ponction lombaire, hein, encore une fois, ne montre pas des cellules, des protéines à 0,42, sans synthèse intrathécale. Et les anticorps antineuronaux, encore une fois, ils étaient négatifs, donc pas d'encéphalite auto-immune. Il y avait une diminution de la bêta, mais le ratio était normal. La tau et la péto étaient aussi normales. La protéine 14-3 absente et toutes les cultures étaient négatives. Donc, il n'y avait pas encore une fois, d'argument infectieux au niveau voilà, pas d'encéphalite, pas d'hémangiocéphalite. Le bilan neuropsychologique qui a été effectué était quand même enfin, très altéré, très pathologique. L'attention, elle était très fluctuante avec des décrochages attentionnels. On a même un nouveau bas à 22. Il y avait un syndrome des exécutifs modérément sévère avec une bref à 10 sur 18 et une mémoire de travail qui était prééminemment atteinte, un symptôme amnésique à modalité à la fois verbale et visuelle, et aussi une attente instrumentale avec des erreurs visuelles en dénomination, une apraxie idéomotrice réflexive et, comme vous pouvez voir, une copie des figures très perturbée. L'IRM cérébral, ici, on a des séquences flair. Il nous montrait notamment 3 éléments. Il nous montre déjà la lacune ischémique qu'on retrouvait déjà au niveau thalamique, une leucoarayose qui était aussi déjà connue et une une atrophie cérébrale effectivement qui est plus importante que son âge de 65 ans. En troisième ligne, donc c'est une TEP cérébrale qui a été réalisée.
où on retrouve notamment un hypométabolisme au niveau du cortex postérieur, mais avec l'épargne singulaire, donc ce qu'on appelle le singular island sign, voilà, et qui quand même est assez évocatrice d'une pathologie particulière. La scintigraphie cérébrale, elle ne montrait pas d'énervation dopaminergique. Donc, à ces points-là, en reprenant tous ces éléments de bilan, je vous demande quelle est votre hypothèse diagnostique principale. Alors, je lance la question. Et finalement, j'ai réussi quand même à vous mettre la petite capture d'écran tout à l'heure dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est super et c'est aussi très joli à voir. Ah bon, voilà. Ah, Donc, je vais tenter de faire la même chose quand j'aurai les réponses de cette question. Alors, ceux qui reverront en replay le webinaire sur la chaîne YouTube de la SFN, eh bien, je ne sais pas si vous aurez tous ces éléments, donc vous nous entendrez un petit peu papoter, mais je suis pas sûre que vous voyez le chat et tout ça, donc c'est pas grave, vous pourrez passer un peu plus vite. J'attends encore un petit peu. Là, on a une quarantaine, un peu plus de réponses avant de vous faire le joli nuage de points. Voilà, voilà. Allez, je laisse encore 5 secondes. Ok. C'est parti, on arrête pas. Voilà, et donc je vais essayer de vous mettre le nuage de points. Ah, en tout cas, moi je vois les choses. Hop, une petite capture d'écran et ça arrive dans le chat. Voilà, faut que je ne me trompe pas. Hop, voilà. Alors, est-ce que je vous laisse Ah, commenter peut-être? alors, je reprends dans la capture d'écran. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, est-ce que, Dario, tu arrives à la visualiser? non, ça s'affiche pas, je pense. Ah Mais mince. voilà, Alors, bah, je vais vous la ouais. commenter. Je Par, vous la... Ce par sera plus contre, rapide. Faisons par ça. contre, enfin, j'arrive à la télécharger, mais pas à la partager. Ouais, Ouais, Non, non, oui, la j'en partager, suis même pas. ce serait compliqué. Mais alors, du coup, voilà, il qu'est-ce n'y a qu'on pas de a? On problème. a en gros Bon, qui sort maladie. au milieu Lévy, Oui, voilà, je le maladie, vois aussi. corps, démence, confusionnelle. Alors, j'ai un petit peu de vasculaire, Mhm, j'ai très du bien. Benson, des fluctuations neurocognitifs. Alors, je regarde un peu ensuite les réponses individuelles. Il y a pas mal d'acronymes. Alors, je vous avouerai que je ne les connais pas tous. DTA. Je pense que ça peut être démence type Alzheimer. Ah, Donc, d'accord, démence supérieure. Maladie NAD-LAT. NAD-LAT. Bon, il y a DCL qui sort pas mal, ça- DFT, Alzheimer, Lévy. Bah, il y a pas mal de Lévy hein, qui sort, oui, voilà, DLFT aussi, quand même, pas mal. Beaucoup, beaucoup de Lévy. Et démence à corps de Lévy, DCL, DCL, beaucoup, beaucoup de Lévy quand même. Alors, est-ce que c'est ça? Dites-nous tout, hein. Tintin. Oui. C'est très probablement. Est-ce que Dario, tu veux reprendre? ah, parfait. Ouais. Je te laisse par contre, si tu veux, la diapo et comme ça, voilà, on a évité de Oui, faire encore le changement. très bien. Effectivement, il s'agit bien d'un diagnostic de maladie à corps de Lévy probable. Ensuite, on verra pourquoi on peut définir probable, mais avec une porte d'entrée qui n'est ni la porte d'entrée Parkinson, ni la porte d'entrée cognitive classique, mais plutôt une porte d'entrée psychiatrique ou confusionnelle. Donc, ça tombe vraiment bien sur le sujet d'aujourd'hui. En association, il ne faut pas le négliger, avec une maladie cérébrovasculaire chronique et une lacune, et on discutera aussi le poids de cette lacune dans les 10 minutes qui vont nous rester. Il y a des facteurs précipitants, donc ce n'est pas des confusions non provoquées. Il y a un contexte inflammatoire, il y a un état de déshydratation, malnutrition, mais qui est secondaire effectivement aussi à cet état de forte confusion. Et on ne le sait pas, mais il y a aussi un possible mésusage des benzodiazépines. Donc finalement, on a pas mal de Oui, facteurs précipitateurs de syndrome confusionnel, mais qui est quand ouais. même d'une sévérité et d'une durée qui sont un peu inhabituelles vu le contexte. Donc, d'un point pratique, si un patient qui est hospitalisé, hein, bien évidemment, c'est la gestion de crise, a nécessité l'hospitalisation. Il faut faire vraiment, déjà, attention à tous les épines irritatives et les facteurs confondants. Euh, Prévenir donc de fluctuations si défavorables jusqu'à l'état confusionnel.
Ensuite, c'est une patiente qu'on a vu, il y avait un vrai problème, un vrai souci d'endormissement avec un sommeil qui était très mal régulé. En fait, le sommeil est catastrophique de la maladie à corps de Lévy et pas que pour le trouble du comportement du sommeil paradoxal. Donc, ce qui justifie quand même la mise en place de la mélatonine, mais également l'initiation de la rivastigmine qui peut apporter une amélioration symptomatologique quand même plus importante que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, notamment agissant sur les fluctuations et sur les hallucinations. Si, malgré en fait le contrôle des épines irritatives et ses premières lignes de traitement, on a des symptômes psychotiques persistants et envahissants avec une vraie gêne sur le quotidien, il faut considérer la clozapine à toute petite dose, avec vraiment des paliers d'augmentation très fins à chaque fois. Comme le disait Laura, il faut faire très attention à des posologies excessives chez des patients qui sont particulièrement sensibles vu de leur âge. Et éventuellement, on peut garder, mais c'est pas indiqué des lignes guides, éventuellement un thymorégulateur en deuxième ligne si persistance des conduites impulsives. Ce qui est du coup l'occasion, là, si tu peux avancer sur la diapo suivante, de discuter en fait quel est le rôle de la maladie à corps de Lévy, parce que quand même, il s'agit de deuxième cause de troubles neurocognitifs dégénératifs chez le sujet âgé, deuxième place après la maladie d'Alzheimer, mais avec, on le verra, des implications neuropsychiatriques qui sont plus riches, plus florides. En fait, pour pouvoir poser le diagnostic, il est essentiel qu'on retombe sur un trouble neurocognitif majeur qui est caractérisé, on le voit selon les critères de McKeith en 2017, par une attente surtout des exécutifs attentionnels et neurovisuels, avec une relative épargne de la mémoire épisodique, mais dans la pratique clinique, on sait que toutes les combinaisons sont en vrai possibles. Il y a certains patients qui ont également un syndrome amnésique très important. Et on peut parler du diagnostic probable s'il y a au moins deux de quatre caractéristiques corps qui sont satisfaites. Les fluctuations, qui peuvent être très importantes, aller jusqu'à la confusion, des hallucinations visuelles récurrentes et bien formées. Et ces deux caractéristiques, effectivement, notre patiente les avait. Le trouble du comportement du sommeil paradoxal est au moins une des caractéristiques de parkinsonisme entre kinésie, raideur et tremblement, qui n'était pas présent dans notre cas. Si on a une seule caractéristique corps, il devient important d'avoir au moins un des biomarqueurs dits indicatifs, c'est-à-dire la dénervation nigro-striatale en DaT-scan en T-fluorodopa, la dénervation catécholaminergique au myocarde par scintigraphie MIBG et aussi la confirmation de la levée d'atonie en sommeil paradoxal par polysondographie. Bon, soit on n'avait pas, soit on n'a pas réalisé les examens, mais par contre, on a d'autres biomarqueurs chez cette patiente qui sont quand même considérés comme évocateurs en support, c'est-à-dire effectivement l'hypométabolisme associatif postérieur incluant l'aire visuelle primaire. Ça, c'est très atypique de la maladie d'Alzheimer. On peut l'avoir dans le syndrome de Benson, en effet, qui est l'atrophie corticale postérieure. Mais là, par contre, on n'a pas le cingulate sign qui est vraiment presque, je ne dirais pas pathognomique, mais quand même très fortement évocateur de maladie à corps de Lévy. Et puis, la maladie de Benson, on le considère quand même comme une amyloïdopathie atypique. Donc, normalement, les biomarqueurs reviennent plutôt positifs. Et puis, il ne faut pas sous-estimer aussi l'électroencéphalogramme, parce que si c'est vrai qu'on n'avait pas d'activité commerciale, il y avait quand même un ralentissement très prononcé sur les régions centro-postérieures dans le spectre θ, qui est un critère de support pour la maladie à corps de Lévy. Donc, la maladie s'inspire effectivement, le nom est tiré à partir des corps de Lévy, qui sont les lésions anatomopathologiques classiques qui se trouvent non seulement dans la substance noire et qui sont responsables à ce stade-là de parkinsonisme, mais d'une façon diffuse dans le cortex. Et à côté, voilà, on a la tête de Lévy qui est celui qui a donné le nom à cette affection au début du XXe siècle. Mais en fait, l'hétérogénéité de la maladie tient une hétérogénéité plus ample, qui est celle des troubles des alpha-synucléinopathies caractérisés par la formation de corps de Lévy. À la diapo suivante, en fait, on peut voir qu'il existe plusieurs entités cliniques dans ce spectre qui ne sont pas vraiment l'une exclusive de l'autre. Mais en fait, il existe une certaine intrication de ces tableaux. Aux trois extrémités, on a d'une part, on peut dire donc une extrémité cognitivo-comportementale, la maladie à corps de Lévy, on a une extrémité motrice, la maladie de Parkinson idiopathique, et puis on a aussi une extrémité dysautonome, l'insuffisance autonomique primitive, qui est effectivement une pathologie à corps de Lévy propre au système nerveux autonome central et périphérique, et ce qui va se caractériser par une attente, du coup, une hypotension orthostatique massive, une dysurie, des troubles de l'érection chez des patients qui n'ont pas de troubles moteurs ou cognitivo-comportementaux associés. Ce qui fait que du coup, un patient présentant une pathologie à corps de Lévy peut présenter beaucoup de tableaux cliniques inauguraux qui vont de la dysautonomie pure à des troubles cognitifs, à des troubles moteurs, également un trouble du comportement et du sommeil paradoxal qui peut précéder le début des autres caractéristiques de la maladie, souvent des décennies. Donc, la maladie à corps de Lévy est une maladie pléomorphe. En fait, une seule maladie, mais plusieurs portes d'entrée, dont en fait aujourd'hui
si tu veux aller à la suivante, Laura, en fait, donc, on a considéré la porte d'entrée psychiatrique confusionnelle, sont pas tout à fait la même chose, sont un peu distantes, mais cela brouille un peu le tableau et rend difficile de reconnaître le patient dès ses premières manifestations. Et pour autant, il est extrêmement important aujourd'hui de réaliser un diagnostic précoce parce que plusieurs manifestations peuvent vraiment bénéficier de la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique. Donc, il existe un vrai enjeu à ne pas rater ces patients, même lorsque le tableau initial est un peu atypique. Ce qui a fait du coup que ces derniers temps, on est confronté à des critères qui actuellement ont une valeur dans la recherche clinique, mais qui bien sûr commencent à installer l'idée qu'on puisse faire un diagnostic précoce, de même que pour le trouble cognitif léger amnésique face à la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle de maladie à corps de Lévy prodromique euh, lorsque le tableau n'est pas complètement réalisé dans son totalité et on voit très bien que dans ces critères proposés, on reconnaît différentes portes d'entrée. La première, qui est un peu la plus formelle et plus facile, entre guillemets, à concevoir, est celui du MCI, le trouble cognitif léger Lewy-Body, qui reprend largement les critères de la maladie en phase d'état, donc, sauf qu'on a un trouble neurocognitif d'intensité légère qui n'impacte pas le quotidien et qui, pour autant, se caractérise par une attente des exécutives attentionnelles, neurovisuelles, de préférence. Supportés par au moins deux des quatre caractéristiques corps, sont toujours les mêmes, et éventuellement par au moins un des trois biomarqueurs proposés, avec un niveau de, disons, de certitude diagnostique plus faible, corps de Lévy possible, s'il y a seulement une caractéristique corps ou seulement une ou plusieurs biomarqueurs. Mais à côté de ça, et ce qui est plus intéressant pour la discussion d'aujourd'hui, on a également débattu sur l'existence d'un début purement psychiatrique. Et effectivement, il est légitime de soupçonner un début de maladie à corps de Lévy devant tout patient présentant un trouble dépressif, surtout si avec des caractéristiques psychotiques, ou purement un syndrome délirant, un trouble psychotique de début tardif, à l'absence ou avec peu d'antécédents psychiatriques. Ces patients vont se caractériser par surtout des hallucinations visuelles très riches, bien formées, qui vont bien au-delà parfois des illusions de passage, peut être vraiment une production hallucinatoire très importante et qui peut engendrer, elle, le délire, qui a du coup un mécanisme hallucinatoire. Les délires sont systématisés, souvent paranoïaques, accompagnés par des troubles de l'identification, on a parlé du syndrome de Capgras et de Fregoli tout à l'heure, et surtout un vécu de grande anxiété. Également, ces troubles psychiatriques peuvent être fluctuants, pas pareil d'un jour à l'autre, et s'associer variablement à des troubles comportementaux, donc franchement de la désinhibition comportementale, des troubles du contrôle des impulsions. Les troubles cognitifs, quant à eux, vont être au second plan dans la phase initiale, également fluctuantes, mais ensuite, et ça, du coup, c'est important aussi d'évaluer le patient sur la durée, ça peut devenir effectivement un enjeu majeur. Donc, quand on est confronté à ce tableau et qu'on a par ailleurs des indices de suspicion de synucléinopathie, un parkinsonisme débutant, un trouble du comportement de sommeil paradoxal qui s'installe, ou des biomarqueurs instrumentaux, effectivement, ça supporte cette hypothèse diagnostique. Mais attention aux nombreux facteurs confondants. Donc, si on voit un syndrome parkinsonien, et si tu peux avancer, Laura, sur ça, est-ce que s'agit-il d'un vrai syndrome parkinsonien primaire ou est-ce que le patient a eu une prise de neuroleptique à un certain moment? S'il présente des éléments de suspicion d'une TCSP, surtout si on fait une polysonographie qui confirme la levée d'atonie, s'agit-il d'un TCSP primaire ou alors c'est un effet induit par le traitement antidépresseur, notamment sérotoninergique? S'il existe un trouble cognitif, il faut considérer que ça peut être aussi un effet secondaire des traitements psychotropes ou d'un processus psychiatrique primaire tant que tel. Donc, il faut vraiment chercher plus loin et se baser également sur le biomarqueur de support. Et puis, à côté de cette forme, on reconnaît la forme qui commencerait par un état confusionnel, donc delirium onset. Et il faut faire attention devant ce type de patient parce que ce prodrome est bien plus fréquent chez les patients qui vont par la suite développer une maladie à corps de Lévy qu'une maladie d'Alzheimer, au moins 6 fois plus fréquent selon les études. Ce qui doit un peu soulever la suspicion, c'est qu'il s'agit de confusions récurrentes ou prolongées, sans facteur déclenchant, avec peu de facteurs, ou alors d'une intensité qui est quand même disproportionnée par rapport aux facteurs déclenchants présents. Donc, notre patient, c'est vrai que se situe un peu entre les deux. Il y a des facteurs déclenchants, mais quand même, on a une importance des confusions qui est relativement forte, et également beaucoup d'éléments psychiatriques qui s'associent dans son histoire. Par la suite, ces patients, même dans les intervalles, on peut dire libres, vont développer un déclin cognitivo-comportemental. Là encore, il faut se baser sur tous les éléments de suspicion. Et comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, il faut surtout écarter, éliminer des hypothèses bien plus fréquentes et banales, si vous voulez, comme des facteurs confondants, des épines irritatives, l'utilisation de médicaments, de substances, des toxiques avant tout.
Le syndrome confusionnel, il peut être considéré comme une forme extrême de fluctuation. Donc, c'est vraiment bien un élément propre à la maladie qui, si on veut juste faire un point du point de vue pathophysiologique et pourquoi cela se produit, eh ben, il faut savoir que les pathologies à corps de Lévy vont leur début surtout au niveau du tronc cérébral. On le voit sur la suivante, en fait, où la synucléopathie va toucher voilà, que ce soit dans la maladie de Parkinson, dans la maladie à corps de Lévy, surtout les systèmes monominergiques du tronc cérébral dans la phase initiale. Et après, on estime que la progression de la pathologie peut suivre des routes différentes. Chez certains patients, la pathologie peut être particulièrement intense au niveau du tronc cérébral et ce qui va être du coup responsable du trouble du comportement du sommeil paradoxal, le QCRLUS, bien évidemment du parkinsonisme avec la substance noire, mais aussi une attente diffuse des systèmes monominergiques des règles qui vont impacter la vigilance et donc donner des fluctuations. Et donc, ça peut s'associer à des formes de début type confusionnel. Tandis que quand on a une pathologie qui va plutôt se diffuser vers le système limbique et cortical, le néocortical, en association surtout avec les copathologies connues telles que l'amyloïdopathie et la tauopathie, et ben, ça peut plutôt entraîner des formes avec une composante cognitive et psychiatrique au premier lieu. Donc, avant de terminer cette panoramique, c'est quand même la peine d'insister sur la partie vasculaire qui n'est pas négligeable chez cette patient, et c'était d'ailleurs une question. En effet, il peut exister des psychoses primaires, enfin, des psychoses secondaires à des pathologies cérébrovasculaires. C'est relativement rare, mais cela peut arriver. Quand on a en fait un trouble neurocognitif vasculaire très important, très intense, et ben en fait, on peut avoir une fréquence et une modalité de production délirante et hallucinatoire qui globalement est similaire à la maladie d'Alzheimer, avec là encore plutôt des délires systématisés, structurés et plus d'hallucinations visuelles qu'auditives, mais beaucoup moins importants et moins fréquents que dans les troubles à corps de Lévy. Donc effectivement, la copathologie ou la pathologie primaire à corps de Lévy va souvent entraîner une composante délirante et hallucinatoire. Et par ailleurs, il y a aussi des rapports de troubles délirants ou hallucinatoires isolés, souvent qui vont suivre une lésion ischémique profonde. C'est rare, ça arrive à moins que le 100% des cas des ABC, mais cela peut arriver néanmoins. Cela arrive surtout quand il y a des ABC un peu stratégiques qui vont impacter la circuiterie fronto-sous-corticale. On peut avancer, donc, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on s'était dit. Voilà, donc, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant un trouble psychopathologique qui s'inscrit dans la continuité de la pathologie à corps de Lévy? En fait, lorsque les hallucinations sont peu envahissantes et bien critiquées par le patient, il faut savoir que la plupart des patients ne sont pas dérangés. Ils peuvent même être amusés par des figures connues, des petits animaux, etc. Il suffit de bien expliquer les choses aux patients à l'entourage. Considérer éventuellement une baisse des agonistes dopaminergiques de la dopathérapie, si c'est le cas, parce qu'on sait que c'est un facteur qui peut les précipiter, les peut faire augmenter au fil du temps. Si par contre ces hallucinations restent critiquées, mais sont quand même source de dérangement, sont envahissantes, et il faut considérer la mise en place d'un traitement pharmacologique. Un premier palier bien efficace, dans la plupart des cas, ça peut être la mise en place des inhibiteurs des acétylcholinestérase, comme la rivastigmine, parce qu'en partie, la dénervation cholinergique qui est prédominante dans cette maladie peut être responsable de la composante hallucinatoire. Tandis que quand les hallucinations vont engendrer des troubles du comportement, ne sont pas critiquées du tout, vont engendrer des délires de plus en plus systématisés, ça peut être du coup le cas de considérer un traitement antipsychotique atypique avec la clozapine en premier lieu, à toute petite dose. En fait, on conseille même de commencer par un quart du comprimé de 200 mg et puis de l'augmenter par des paliers très petits. Et si il y a une mauvaise tolérance, on connaît la granulocytose et les effets secondaires connus, considérer en deuxième ligne la kétiapine, même si l'efficacité est inférieure, ou encore la pimavanséline dont on parlait tout à l'heure. Et puis Laura, si tu peux avancer, il y avait juste quelques dernières petites lignes sur C'est ça, les troubles du la gestion sommeil. des troubles du sommeil, que voilà, c'est pas que le trouble du comportement du sommeil paradoxal, il peut y avoir parfois des insomnies particulièrement résistantes. Il faut savoir que la supplémentation de mélatonine à dose supérieure à la dose, enfin, à dose requérant une ordonnance à partir de 3 mg et jusqu'à 15-18, mais voilà, il est quand même relativement rare d'aller dépasser les 9 mg, peut effectivement apporter une vraie amélioration, surtout sur le TSSP, utilisant des benzodiazépines comme le clonazepam en deuxième ligne. Donc, pour terminer, avec ces deux cas qu'on a présentés aujourd'hui, c'est très limité, mais ça permet juste d'ouvrir la discussion sur à quel point des troubles psychocomportementaux inauguraux peuvent révéler des maladies neurologiques sous-jacentes. Aujourd'hui, on se concentre sur la neurodégénérescence parce qu'on a parlé des sujets âgés, mais de même pour les sujets plus jeunes adultes, ça peut être pour les maladies auto-immunes inflammatoires, par exemple, l'encéphalite avec une production délirante hallucinatoire. L'anamnèse est vraiment centrale.
extrêmement important pour avancer sur le diagnostic parce qu'on a énormément d'éléments et qui déjà là peut permettre d'orienter vers une origine neurologique. Si possible, à réaliser toujours avec l'entourage, les proches sont vraiment une source inépuisable d'informations. Pensez à l'imagerie cérébrale et au bilan cognitif pour tout trouble de début tardif, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et encore, je remercie pour l'observation qui a été portée. En effet, c'est des patients auxquels on ne peut pas donner un traitement et laisser partir dans la nature sans surveillance parce que les psychotropes, et notamment les antipsychotiques, ont beaucoup d'effets secondaires, augmentent la mortalité. Et donc, il faut réévaluer systématiquement l'indication à la prescription et surveiller les effets secondaires. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre participation très vive, très active. On a juste mis quelques liens à la diapo suivante sur quelques ressources utiles à consulter en ligne, en particulier les lignes guides établies l'année dernière par la Société française des centres mémoire sur le traitement des symptômes comportementaux et psychopathologiques en cours de maladies neurodégénératives. Et merci encore beaucoup à tous, toutes. Alors, attends, on va quand même déjà vous remercier. Effectivement, c'est passionnant et c'est quand même, ça change un peu, je trouve, de faire refaire de la sémiologie. Moi, il y a plein de choses que je connaissais pas. Bon, je sais qu'il est tard, mais on a quelques petites questions. On peut peut-être regarder si on peut en répondre à Allez, certaines, allez. voilà, dans le chat. Très rapide, hein, parce qu'on est vraiment sur la fin. Est-ce que tu en vois une ou deux brûlantes? Alors oui, donc je vais rapidement. Oui, en fait, moi je dirais que quand il n'y a pas de parkinsonisme, c'est pas du tout infréquent d'avoir une maladie à corps de Lévy qui n'est pas positive au DAT scan. Ça peut l'anticiper, mais il y a des patients qui vont être très peu parkinsoniens. Donc on peut pas se baser uniquement sur ça comme biomarqueur. Il y a des études qui suggèrent que la centième IBG est même plus sensible et spécifique. Dans ce cas, moi je dirais que la présentation délirante hallucinatoire était vraiment très intense et un peu atypique devant un tableau vasculaire seul. Donc, au moins, il faut parler d'une copathologie. Et puis, il y a le singular Thailand sign en tête, qui était vraiment l'élément de bascule pour le diagnostic, y compris la baisse isolée de l'amyloïdopathie, mais pour ça, voilà, c'est pas vraiment tellement d'orientation, mais disons, ça rajoute un petit morceau à notre réflexion. Actuellement, on ne peut pas mettre en évidence les corps de Lévy chez un patient vivant. On peut mettre en évidence l'alpha-synucléopathie qui s'agrège grâce à des essais d'RT-QuIC qui commencent à rentrer dans la pratique clinique dans certains pays. En France aussi, on commence à en faire dans les centres de recherche et bientôt, probablement, ça peut être un marqueur physiopathologique. Mais pour l'instant, le diagnostic de confirmation est post-mortem. Euh, alors, Marilyn, quand tu dis écrit agoniste, alors juste pour que ce soit clair, on ne parle pas de dopamine agoniste autre que le modopar cinémètre. Donc, on ne va pas choisir autre thérapie. Moi, je dirais qu'il y a certains patients chez qui on peut le jouer comme traitement, les patients qui sont très parkinsoniens, trop ralentis, très raides et qui ont relativement peu de composants voilà, psychopathologiques associés. Pourquoi pas, mais faisant vraiment, c'est rare d'arriver au-delà de 300-400 mg de dope équivalent par jour. Bon, bien sûr, le cas de la patiente n'a rien à voir avec tout ça parce qu'elle n'était pas parkinsonienne, alors qu'en fait, il y avait tout au contraire des problèmes psychocomportementaux. Et voilà, et Voilà, si tu j'espère veux, que tout est on va réglé. peut-être, sauf si tu t'envoies un extrêmement. Mais voilà, on va conclure. Merci beaucoup à vous deux et à Si. tous nos spectateurs. Je crois qu'on va pas pouvoir regarder la vidéo en vitesse double hein, sur YouTube parce que c'était quand même très dense. Donc, ça, c'est une particularité. J'en profite pour vous donner quelques messages un peu généraux. Vous allez recevoir normalement dans moins d'une semaine le lien vers la vidéo si vous voulez la regarder et je mettrai un texte dans le mail qui servira d'attestation de présence. J'ai pas trouvé de moyen de faire des attestations de présence un peu systématiques. Donc on va essayer comme ça. Gardez bien le mail de côté du coup si vous souhaitez avoir une attestation de présence. Sinon n'hésitez pas à me réécrire. Je vous donne rendez-vous pour le 28 janvier, toujours un mercredi 28 janvier 2026 de 18h à 19h. Ce sera le 20e épisode et on va parler de douleurs neuropathiques et la prise en charge thérapeutique des douleurs neuropathiques. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'être aussi dynamique et n'hésitez pas à nous proposer des nouveaux sujets parce qu'on est toujours avide de savoir qu'est-ce qui peut vous intéresser. À très bientôt et bonne soirée à tous et merci encore. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne Ciao. soirée. Ciao.